Oui, merci, merci madame de m'avoir invité. Je suis un peu ému parce qu'on parle beaucoup d'innovation. Je vais vous parler d'innovation et j'ai l'impression de venir avec ma bière à Munich, là. C'est-à-dire parler d'innovation, venir de Nantes et arriver à Lille, qui est une terre d'innovation. J'espère que je ne serai pas inopportun ou impertinent. Donc, effectivement, je dirige l'école de design de Nantes Atlantique. En soi, c'est une expérience intéressante d'entreprise puisque j'ai pris la direction de cet établissement il y a 12 ans. Il y a 12 ans, il y avait 8 salariés. Aujourd'hui, il y en a à peu près 250. Et on est passé de 60 étudiants à plus de 1000 étudiants dans le domaine du design et de l'innovation. Juste deux mots sur le design, de quoi on parle quand on parle de design. Design vient d'un mot latin, designare, ça veut dire deux choses. Ça veut dire, en français, ça a donné deux mots, dessiner, designare et dessiner, c'est-à-dire projeter par le dessin des représentations, des scénarios. Et puis, ça a donné le mot français dessin, D-E-2-S-E-I-N, c'est-à-dire projeter. Le design est une discipline qui nous permet de projeter des scénarios à venir, c'est-à-dire d'essayer de créer et d'innover et de représenter la façon dont on va vivre demain dans absolument tous les domaines d'activité, c'est-à-dire c'est appliqué aux produits, aux emballages, aux aménagements d'espace, aux outils interactifs, absolument tous les secteurs d'activité. Je précise cela parce que pour beaucoup de gens, le design, pour 80% du sens commun, le design c'est des belles tables, des belles chaises, des belles lampes. Eh bien, c'est aussi ça, mais c'est évidemment dans tous les secteurs d'activité. Et d'ailleurs, il y a 12 ans, moi je ne venais pas du milieu du design, j'ai été très impressionné par le premier travail qu'effectuaient les étudiants à l'époque. On avait été contacté par France Télécom. France Télécom nous disait, était venu nous voir en nous disant, voilà l'état de la technologie, on a tous de la vidéo et du son chez nous, est-ce qu'on pourrait faire en sorte qu'on mette de la vidéo et du son sur des pierres tombales ? C'était assez incongru, il y a 12 ans, ça l'est un peu moins maintenant, mais effectivement c'était quelque chose d'intéressant, comment on pouvait réfléchir des usages nouveaux, des scénarios nouveaux d'aménagement de cimetières. C'est assez intéressant parce que 12 ans plus tard, un certain nombre de villages viennent nous voir en nous disant « Est-ce que vous pourriez travailler avec nous sur l'aménagement de nos cimetières ?» Parce que nos villages sont totalement désertés, les voitures n'y passent plus puisqu'il y a une bretelle d'autoroute que les gens n'empruntent pas, il y a une autoroute à côté. Eh bien, effectivement, si on habitait nos cimetières avec une histoire, avec des vieux métiers, avec des gens qui sont enterrés là et qui ont des choses à dire, si on en faisait des lieux touristiques, on a peut-être des chances que les gens sortent de l'autoroute pour aller visiter nos cimetières et habiter nos villes. Ce qui est assez intéressant, c'est que ce lieu, le cimetière qui est un lieu de mort, devient dès lors un lieu de vie. Nous avons créé, dans une certaine mesure, une nouvelle activité économique. Alors, on a une chance extraordinaire, on est passé de 60 étudiants à 1000 étudiants pour une raison simple, c'est que le design est à la mode et probablement nous nous sommes professionnalisés. Il y a encore 10-12 ans, il était extrêmement compliqué en France, dans une école de design, de travailler avec les entreprises. Ça devient maintenant totalement évident. Le designer et le design sont des gens qui sont effectivement liés à l'économique et utilisent l'économie comme un des moyens pour travailler sur des scénarios de vie à venir. Et nous travaillons dans cette école, mais comme dans toutes les écoles de design, il y en a ici à Lille ou à Valenciennes, nous travaillons dans toutes les écoles de design avec beaucoup d'entreprises qui viennent nous proposer des démarches ou tactiques ou stratégiques. Démarches tactiques très proches du marketing, un nouvel emballage pour me différencier de ma concurrence, ou des démarches stratégiques, comment on va vivre dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, ramener à l'entreprise quel produit, quel emballage, quel outil interactif dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Et nous sommes extrêmement valorisés aujourd'hui parce que nous vivons dans un contexte extrêmement favorable au design et à l'innovation. Alors je ne vais pas paraphraser tout ce qui a été dit autour de l'innovation, mais c'est un contexte extrêmement favorable pour nous parce que nous vivons la crise. Crise systémique
Alors, crise économique, crise financière, de nombreux chômeurs, et on se pose la question de la mutation, de la transformation de nos entreprises au moment où, effectivement, notre appareil de production part inexorablement en Chine ou ailleurs. Et je ne fais pas de morale en disant ça, c'est la vérité, c'est objectif, ce que je dis. Crise économique, crise financière, remise en cause des valeurs du capitalisme, où Monsieur Mulliez parlait tout à l'heure, effectivement, des fonds de pension, où le profit va au profit, alors qu'à un moment donné, le profit, le développement, la richesse créée par le système capitaliste devrait aller à l'humanité, à l'homme, plutôt que, effectivement, au profit, avec une distorsion, mais c'était prévu par les historiens, Marx en tête, effectivement, à un moment donné, des riches qui deviennent de plus en plus riches, des pauvres de plus en plus pauvres. Donc un vrai problème de remise en cause des valeurs du capitalisme et de l'économie. Donc nous vivons cela, une défiance à la technologie. Alors ça, c'est assez nouveau parce qu'on vit évidemment depuis des milliers d'années sur le fait que la technologie, la science, va résoudre un certain nombre de problèmes. Eh bien oui, la science résout un certain nombre de problèmes, il faut y croire, il faut croire à la technologie, il faut croire à l'innovation scientifique, c'est la moindre des choses. Sauf que nous vivons sur des choses qui sont extrêmement intéressantes et angoissantes en ce moment parce que nous sommes, grâce à la science, nous avons résolu un certain nombre de problématiques qui se posaient à l'humanité depuis l'origine, donc la famine. Les OGM, effectivement, c'est peut-être le moyen de lutter contre la famine. Peut-être qu'il n'y aura plus de famine parce que peut-être demain matin, on fera pousser du riz dans le désert grâce aux OGM. Sauf qu'au même moment, effectivement, on résout ce problème-là et au même moment, c'est extrêmement angoissant. Les OGM, c'est peut-être la fin de la biodiversité, au-delà du fait que peut-être ça provoque des cancers suite à l'étude qu'on a eue il y a 3-4 jours. Donc au même moment où on résout un problème que l'humanité se pose, scientifiquement, bravo la science, formidable vecteur de progrès, au même moment on génère l'angoisse de la fin du monde. Et même chose pour le génome et les maladies. Le génome, c'est formidable, peut-être qu'on va résoudre le problème des maladies qui se posent à l'humanité, au cancer, etc. Mais au même moment, le génome, c'est la génétique, la sélection génétique, l'eugénisme et la fin de l'humanité. Donc une grande angoisse autour de la science et de une grande défiance vis-à-vis de la science. On pourrait parler de l'énergie, qui est une grande problématique. J'étais ce matin dans le taxi avec une personne d'EDF. C'est formidable le nucléaire, parce que c'est l'énergie pas chère et à l'infini, sauf qu'au même moment, le nucléaire, c'est Fukushima. Donc une grande défiance, au point même qu'il y a un certain nombre de gens qui se posent la question de savoir s'il ne faut pas tout arrêter. Alors ma conviction, c'est qu'il ne faut pas tout arrêter, mais c'est qu'il faut effectivement des gens, des designers qui travaillent avec des ingénieurs et des scientifiques pour se poser les questions de l'application de la science afin de lui donner un sens et un sens positif. Et c'est la raison pour laquelle dans les écoles de design, on travaille des scientifiques et des techniciens pour effectivement donner du sens à 5 ans, à 10 ans, à 15 ans de l'évolution technologique, de l'évolution de la science. C'est pas nouveau comme concept, hein. C'est pas nouveau, c'est science sans conscience n'est que ruine de l'âme, évidemment. Sauf qu'aujourd'hui, effectivement, on envisage avec la science, et je parlais de défiance, on envisage la fin de l'humanité. La troisième chose qui me paraît importante, c'est que nous vivons, c'est extrêmement angoissant, une crise de la morale. Le choc des civilisations produit un choc de la morale. Alors, au-delà du choc de civilisation, quand il y a 45 ans, je rentrais dans un restaurant, je tenais très fort la main de ma maman, je glissais sur une frite et ma mère me donnait une tarte en disant « Écoute, tu as qu'à faire attention où il faut, là où tu mets les pieds ». C'est-à-dire ma mère me rendait responsable effectivement du fait que je n'avais pas fait attention, j'avais la responsabilité et la liberté dans une certaine mesure de là où je mettais les pieds. Eh bien, le problème aujourd'hui, c'est que 45 ans plus tard, je tiens la main de ma fille glisse sur une frite, je demande 3 millions de dollars au restaurateur. C'est-à-dire que la loi a pris le pas sur la morale, la loi a pris le pas sur la morale et nous avons perdu de la liberté. Choc des cultures, on l'a vu récemment dans le débat politique. Moi, je ne sais pas s'il faut faire des cours de morale laïque ou pas, mais ça me pose quand même la question, et je ne fais pas de
politicienne en disant ça. C'est bien qu'on enseigne effectivement un certain nombre de valeurs autour du bien et du mal, c'est la moindre des choses. La seule chose, c'est qu'il faudrait que la morale soit universelle. C'est-à-dire, or, elle n'est pas universelle, elle dépend des cultures de chacun, et c'est vraiment très, très compliqué. Et nous sommes extrêmement perturbés par cela, parce que ce qui est bien pour nous ne l'est pas nécessairement pour les autres. Et au moment où on prône le choc, enfin la culture, la multiculture, la transversalité des cultures, eh bien ça nous pose la question de la morale. Qui croire ? Que croire ? Alors ça devient extrêmement angoissant, d'autant que parallèlement, on ne va plus à l'église. Parallèlement, nous sommes effectivement aujourd'hui confrontés. Ce choc des morales nous pose la question de notre propre spiritualité. Il y a une émission qui est très intéressante qu'on a tous vue, qui pour nous, designers, est absolument épouvantable. C'est l'émission de Valérie Damido sur la 6. C'est épouvantable pour nous, cette émission. Mais n'empêche qu'on l'a regardée. Bon. Parce que c'est pas mal fait quand même. Bon. Et à la fin de cette émission, c'est très intéressant, c'est qu'on a une vue du salon avec des bougies partout. Tout se passe comme si on avait transféré le lieu de culte dans la salle à manger. Tout se passe comme si, parce que nous avons besoin de valeurs, Mercedes Serra disait ça tout à l'heure, nous avons besoin de valeurs, nous avons besoin de sens, nous avons besoin de sacré, nous avons besoin de rituels. Au moment où effectivement il y a un choc de la morale au point de savoir plus tellement à quel saint se vouer, et puis d'autre part au moment où nous nous posons la question de notre propre spiritualité, de ce qui est au-dessus de nous. Alors pour nous designers, c'est pain béni, parce que tout ce que nous ne trouvons plus en haut, effectivement, nous allons le rechercher dans tous les objets qui nous entourent. C'est-à-dire il va falloir que chacun des produits qui nous entourent soit porteur de sens. Et dans une certaine mesure, il y a presque une démarche panthéique où au point de il faut que tout fasse sens, il faut qu'on trouve Dieu absolument partout. Alors on achète des petites cuillères design, on achète des tasses de café design, des tables design, etc. Il faut que tout soit design. Est-ce que tu as peint ta salle de bain ? Est-ce que tu en as fait un espace design ? Alors c'est formidable pour nous, designers. Un truc extraordinaire. Il y a, Mercedes Serra disait tout à l'heure quelque chose avec elle, je vais discuter avec elle tout à l'heure, probablement autour des marques. Eh bien, effectivement, de plus en plus, les entreprises se posent la question, ou de plus en plus, je ne sais pas si c'est de plus en plus, mais ça devient quelque chose d'exacerbé du nom de l'entreprise, de la marque, de l'identité, pour que justement tout ça fasse sens. La deuxième raison pour laquelle c'est pain béni en ce moment pour le design, c'est lié probablement à la modification des paradigmes industriels. Et là, on est au cœur des problématiques de l'innovation. On a vécu pendant 150 ans avec un outil industriel dont le paradigme était « comment je fais de mieux en mieux ce que je sais faire ». Le paradigme du rendement, de la productivité et de la rentabilité. Comment je fais de mieux en mieux ce que je sais faire ? La dernière grande école, on connaît tous ça de management, ça a été l'école de la qualité, c'est-à-dire qu'on a mis en place des procédures pour faire de mieux en mieux ce que l'on sait faire. Et c'est la moindre des choses. Et ça fonctionne très très bien parce que si on fait mieux que son concurrent, on est en compétition, on va gagner effectivement de la marge, donc des possibilités d'investir, des possibilités d'évoluer, des possibilités de faire plus de communication, d'avoir des leviers sur le prix, etc., etc. Tout ça, c'est formidable. Sauf que le jour où les Chinois arrivent et qu'ils font ça pour 3 fois moins cher, le jeu ne vaut plus, ça ne fonctionne plus. Et là, c'est bien le problème, c'est-à-dire que faire de mieux en mieux ce que l'on sait faire, alors qu'il y a des gens qui vont pouvoir faire ça pour 3 fois moins cher parce qu'ils ne sont pas soumis aux mêmes contraintes, et vous parliez de compétitivité, monsieur Mulliet, le problème, il est là. Tout ça ne vaut plus, c'est-à-dire ça ne sert, faire de mieux en mieux ce que l'on sait faire, ne sert qu'à une seule chose, à aller dans le mur en bon ordre. Ça ne sert qu'à ça. Et donc, ça pose un vrai problème, et on est obligé de modifier ce paradigme-là et de réfléchir autrement. Alors, je vais vous donner un exemple. Il y a une entreprise dans l'ouest de la France qui est spécialisée sur le tissage de fils d'acier. Tissage de fils d'acier, et avec ce tissage de fils d'acier, ils font des gants de boucher et des cottes de mailles de boucher pour les abattoirs. Ça marche très bien, un outil industriel parfaitement maîtrisé, cercle de qualité en veux-tu, en voilà, dans un secteur qui est la bouffe, avec d'énormes ISO 50 000, etc. Enfin bon, bref, tout ça marche très 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 bien. Le problème, c'est que les Chinois font ça pour moins cher.
Et ça pose un vrai problème. Alors, il y a 20 ans, on disait « ouais, mais les Chinois, c'est pas terrible, ce qu'ils font, etc. » Bon, bref, non, ils ne feront jamais la même qualité. Mais c'est pas vrai. Il y aurait 10% de Chinois qui auraient du talent et 100% de Français qui auraient du talent qui seraient déjà plus nombreux. Donc autrement dit, tout ça est vain d'essayer de comparer cette affaire-là. Ils font ça pour moins cher. Et la problématique de cette entreprise, elle n'est plus comment je fais de mieux en mieux ce que je sais faire, elle est dans comment, avec ce que je sais faire, je suis en capacité de faire autre chose. Et le paradigme de l'innovation, il est là. C'est-à-dire comment on met en place à l'intérieur de l'entreprise des gens qui réfléchissent à ce nouveau paradigme qui est comment, avec ce que je sais faire, je suis en capacité de faire autre chose. Cette entreprise a travaillé avec des designers et cette entreprise, aujourd'hui, fait je ne sais plus comment ça s'appelle, des rideaux en fil d'acier de séparation dans les espaces restaurants, espaces commerciaux, séparation dans les bureaux, dans les open space de bureaux où on peut effectivement avoir des fils d'acier qui à un moment donné séparent les espaces, des abat-jours de lampes, c'est le mot que je cherchais, travaille dans la décoration intérieure et cette entreprise s'est installée à Shanghai. Formidable. Retour de l'histoire. Un deuxième exemple, une entreprise avec qui on a travaillé dans les Deux-Sèvres qui faisait des carters en polymère, des carters de moteur, c'est-à-dire des bouts de plastique à l'intérieur du moteur. Je ne suis pas un spécialiste de l'automobile comme monsieur qui est passé avant moi, mais c'est un bout de plastique qui permet de protéger à l'intérieur du moteur de la chaleur, des projections, etc. Entreprise de l'automobile sous-traitante d'un certain nombre de grands groupes, PSA, Faurecia, Valeo, etc., etc., etc. Le problème, et c'est le problème de la sous-traitance, c'est qu'effectivement, en conscience, PSA, Valeo, Faurecia, alors je ne sais pas si c'est eux, donc retenez pas les noms, mais à un moment donné, leur logique d'entreprise, c'est d'aller acheter au moins cher des produits en Chine. Comment les blâmer ? Ils sont sur des marchés de compétition, comment les blâmer? Cette entreprise, à un moment donné, est orpheline de cela, concurrence chinoise directe. Si cette entreprise ne se pose pas la question de savoir comment elle mute sur un autre secteur d'activité, elle est définitivement morte. Aujourd'hui, cette entreprise a embauché un designer pour transgresser l'ensemble des codes et lui faire changer de métier. Aujourd'hui, cette entreprise fait des chaises de jardin, des abat-jours en plastique, polymère, exactement la même technologie que ce qu'elle faisait avant. La seule chose, c'est qu'elle est dans la décoration intérieure et vous retrouvez ces produits. Les produits s'appellent Quiépol. Donc vous avez ça sur Internet, donc mobilier de jardin, etc., avec les mêmes polymère. Aujourd'hui, 90% de chiffre d'affaires. En 5 ans, cette entreprise a totalement muté. 90% de son chiffre d'affaires est dans le mobilier de jardin. Alors, ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est voir les freins. Alors, il y a des freins qui sont très forts, qui sont les freins législatifs, c'est-à-dire changer de convention collective est un truc épouvantable. Alors, moi, je ne fais pas de morale aux politiques, c'est sûrement très, très compliqué. Mais passer de l'automobile à la décoration, c'est extrêmement compliqué pour le chef d'entreprise. C'est-à-dire qu'il faut qu'il revoie tous les modèles de convention collective, tous les modèles législatifs. Et dans une certaine mesure, si on pouvait alléger tout cela pour permettre à l'entreprise d'être beaucoup plus flexible et de permettre sa mutation si elle doit le faire, et là dans ce cas-là, elle devait le faire, elle n'avait pas le choix, eh bien je crois qu'on gagnerait beaucoup en flexibilité. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, c'est très compliqué à l'intérieur des entreprises de faire ça parce qu'il y a des paradigmes du changement qui sont extrêmement forts. Et puis, ce qui était intéressant dans le cas de la première entreprise, c'est qu'en fait, les marketeurs de cette entreprise, les commerciaux, ils étaient reconnus pour leur connaissance du marché des bouchers. C'est pour ça qu'ils étaient payés. C'est-à-dire, ils connaissaient parfaitement leur marché, leur portefeuille de compétences, il était là. Quand on leur a dit, vous allez faire de la décoration intérieure, ils ont dit, attendez, vous rigolez. Puisqu'ils étaient payés dans une certaine mesure et reconnus, effectivement, par cette connaissance du marché qu'ils avaient. Et la muter, c'est extrêmement compliqué. Et c'est là où le designer prend peut-être une autre dimension dans une certaine mesure, parce que sa capacité à représenter les scénarios, c'est-à-dire à faire croire que c'est possible, à donner du sens, permet à un moment donné de fédérer l'ensemble de l'entreprise autour d'une démarche de mutation, là où les marketeurs étaient dans l'incapacité de le faire. Je ne suis pas en train de dire du mal du marketing. Je suis en train de dire objectivement ce qui s'est passé dans cette entreprise.
La troisième raison, et là, on est sur donc un nouveau paradigme d'innovation sur lequel on travaille. La troisième chose, autre tendance, concerne les mutations autour du marketing. Je ne suis pas sûr d'avoir tout compris de ces outils informatiques. Je ne suis pas sûr qu'on vive plus heureux avec des téléphones portables, etc. La seule chose qui est quand même extraordinaire, c'est qu'il y a encore 1 an, 2 ans, quand on était conférencier, on rentrait dans une salle en disant « je vous prie de bien vouloir éteindre vos portables ». Eh bien là, la première chose qu'on nous a dit, c'est « je vous prie de les ouvrir ». Donc bon, c'est quand même assez nouveau. Et moi qui suis éducateur, je travaille aujourd'hui devant des amphis d'écoles de commerce en particulier. Ils ont tous leur ordinateur totalement ouvert, donc je ne vois plus les gens, je vois que la pomme d'Apple devant moi. Et puis je fais attention à ce que je dis, puisque quand je disais il y a 10 ans, Victor Hugo est né en 1802, c'était pas grave du tout, parce que personne vérifiait. Là, ils sont tous en train de vérifier. Là. Donc on a intérêt à faire extrêmement attention. Je ne suis pas sûr d'avoir compris tout ça. Il n'empêche qu'il y a probablement une nouvelle économie qui est en train de se mettre en place. Tout se passe comme si on passait d'une économie de la consommation à une économie de la contribution. C'est-à-dire de plus en plus, par ces outils en particulier, de plus en plus, les gens vont contribuer à la conception même des produits et des services qu'ils entendent se donner. L'exemple type, c'est Wikipédia. L'exemple type, c'est Twitter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette conférence, elle est tweetée partout et elle vit par les tweets qui passent là. C'est-à-dire que vous êtes vous avez la possibilité effectivement d'interagir sur la conférence qui est donnée. Wikipédia, c'était l'encyclopédie des gens qui était faite par des gens beaucoup plus intelligents, beaucoup plus doctes que nous. Wikipédia, c'est l'encyclopédie qui est faite par nous-mêmes, c'est-à-dire par ceux qui la lisent, quoi. Et donc, il y a là une nouvelle économie, une nouvelle approche du marketing qui est extrêmement intéressante. Deuxième chose sur l'évolution du marketing, je crois qu'on a vécu sur un mass marketing et la publicité en était l'instrument. Je pense qu'il va y avoir, la conscience écologique va faire que ça va muter. Benoît Hamon, il y a quelques jours, disait, donc le ministre, qu'il fallait réfléchir effectivement à des garanties sur les produits sur 5 ans, sur 6 ans, sur 7 ans, pour que les gens gardent leurs produits. Vous imaginez, on a vécu sur un paradigme marketing qui était le renouvellement des marchés, tous les 3 ans, tous les 4 ans, au point même que les Américains, dans les années 50, inventaient l'obsolescence programmée comme un système vertueux, c'est-à-dire il faut que les produits, effectivement, au bout de 3 ans, 4 ans, il faut qu'on les remplace absolument, donc il faut que ça tombe en panne, au pire, il faut que ça tombe en panne, parce qu'il faut qu'on les remplace, et ça c'est vertueux pour une raison simple, c'est que ça va alimenter le marché, donc ça va alimenter le développement, et ce développement, cette richesse provoquée, cette richesse produite va alimenter le welfare. Sauf qu'aujourd'hui, cette affaire-là ne résiste plus. C'est-à-dire, est-ce que c'est bien raisonnable d'avoir des entrepôts dans nos villes où il y a des milliers de photocopieurs qui continuent à marcher, mais qui sont entreposés parce que les marchands de photocopieurs sont revenus nous voir au bout de 2 ans en disant « mais j'ai un truc à vous proposer qui est bien meilleur ». Tout ça n'est pas raisonnable. Alors ça pose un vrai problème. C'est que si effectivement on garde ces machines à laver la vaisselle et c'est vertueux et cette conscience-là va faire en sorte qu'on va le faire, la nouvelle conscience écologique va faire en sorte, je pense, qu'on va le faire. Et si on ne le fait pas, moi je suis un peu cynique sur la conscience écologique des gens. Je crois que les politiques doivent largement nous y aider dans cette affaire, mais je crois qu'on va vraiment trier les déchets le jour où les politiques vont nous dire absolument qu'il faut le faire. Donc voilà, je crois qu'avant, il va se passer un peu de temps si on attend des gens de le faire d'eux-mêmes. Mais bon, il va y avoir un effet d'entraînement et c'est le rôle de politique que de nous y aider, me semble-t-il. Eh bien, je pense qu'on va revenir à la valeur patrimoniale d'un certain nombre de produits, qui fait que probablement il y a des produits qui vont avoir énormément de mal à se régénérer. Si on garde son lave-vaisselle pendant 10 ans, eh bien effectivement ça pose un vrai problème à monsieur Seb ou à monsieur Calor ou à monsieur qui fait des lave-vaisselles de envisager le développement de ces activités si le marché ne se régénère pas tous les 2 ans ou tous les 3 ans. Et tout ça pour dire qu'il va vraisemblablement falloir que les entreprises se posent la question, justement de manière exacerbée, de leur mutation, si d'aventure on revient à une valeur patrimoniale d'un certain nombre de produits. Il n'est pas raisonnable de changer de voiture tous les 3 ans, quand elle pourrait en durer 6, 7, 8, 9, dans une société qui serait un peu plus vertueuse et un peu plus responsable, me semble-t-il.
Oups, merci. J'ai fini. Oui. Bon, voilà, j'ai fini. Je vous ai laissé le micro, mais je vais le récupérer. Merci pour ce discours passionnant, pragmatique. Non mais attendez, restez avec moi parce que en fait, on peut continuer la discussion. Je vous propose aussi tous ensemble dans l'atrium pendant la pause, parce que vous êtes riche d'exemples et concrets et avec beaucoup d'humour aussi. Et juste moi, une petite question que j'ai, je ne l'ai pas tapotée, mais est-ce que justement les écoles de design vont créer les nouveaux entrepreneurs de demain ? Alors, l'évolution des écoles de design, me semble, elle est passée par la professionnalisation d'abord, c'est-à-dire qu'il y a 10-12 ans, on était encore extrêmement créatif. Aujourd'hui, on est conscient que le designer, c'est la médiation entre le design et l'innovation, entre la création et les imaginaires, et l'innovation, c'est-à-dire les choses réelles, pragmatiques au service des entreprises. On s'est professionnalisé parce qu'aujourd'hui, on travaille avec des tas d'entreprises sur leurs problématiques tactiques et stratégiques. La prochaine étape, c'est évidemment l'innovation. Et la prochaine étape, c'est évidemment l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que comment... Alors, sur les projets d'étudiants, sur 100 projets qui sortent dans une école de design, il y en a 97 à mettre à la poubelle d'urgence, qui sont les travaux d'études, et il y en a 2 ou 3 qui nécessiteraient d'être définitivement développés et appuyés par les financiers. Nous n'avons pas cette culture-là historiquement en France, ce n'est pas le cas dans tous les pays, c'est probablement pour cela qu'il y a des consciences du design qui sont différentes dans un certain nombre de pays, et je suis président d'une association internationale, je le vois bien. Mais la prochaine étape, c'est effectivement l'entrepreneuriat. Comment on travaille avec les écoles d'ingénieurs et les écoles de business pour que les projets des étudiants deviennent réels, ceux qui sont le plus pertinents. Je pense que les centres d'entrepreneuriat vont émerger dans les écoles de design et ce sera extrêmement vertueux. Voilà, merci très beaucoup. bien. Alors, encore une mutation, une évolution. On continue d'en parler ensemble, si vous voulez bien, dans l'atrium. On reprend à 11h précise. Et merci de nous retrouver donc pour 11h avec Osons le monde. Merci.